Une journaliste russe dans la grisaille parisienne. Maria Tchobanov vit depuis 15 ans en France. Des élections présidentielles, elle en a vu passer, mais celle-ci, elle la voit d'un autre œil, 6 semaines après la réélection de Vladimir Poutine dans son pays. Je suis de près la campagne présidentielle cette année, surtout que je suis très curieuse par rapport à comment ça s'est passé en Russie. C'était à peu près en même temps. Maria Tchobanov écrit surtout sur les relations franco-russes. La campagne électorale française, elle la suit à travers la presse et la télévision. Et ce qui la frappe, c'est le suspense quant aux résultats. Nicolas Sarkozy et François Hollande sont au coude à coude dans les sondages. On n'a toujours pas de certitude qui est-ce qui va gagner. Pour la Russie, c'est impossible, on sait toujours. Début mars, Vladimir Poutine a été réélu président dès le premier tour, après des manifestations de l'opposition sans précédent. Un contexte bien différent de l'élection française. On ne demandait pas à tel ou tel candidat, on voulait pouvoir voter dans des conditions correctes et être entendu par le vote qu'on a fait. C'est tout ce qu'on demandait. Et si les Russes votaient en France, c'est le président sortant qui l'emporterait selon Maria. Le mot-clé, c'est l'autorité chez Poutine, chez Sarkozy. La plupart des Russes est en ce moment pour l'autorité, l'ordre et la sécurité. Donc, je pense que Sarkozy est intéressant de son point de vue. Tout ce qui est valeur socialiste, pour les Russes, c'est trop vague. Après toute cette époque soviétique, après le socialisme raté, on n'y croit pas. Gauche ou droite, la France sera fixée dans quelques jours. Maria, elle, ne s'attend pas à un bouleversement, quel que soit le vainqueur. Oui, donc dans 4 jours exactement pour ce premier tour. Autre personnalité politique sur le plateau de France 2012, Jean-François Copé, merci d'être avec nous. Pour simplifier, je vais dire que vous êtes le patron du parti majoritaire actuellement, du parti de droite et de centre qui soutient naturellement Nicolas Sarkozy. Le comparatif entre les personnalités ou entre les élections russes et françaises, vous y auriez pensé ? Pas vraiment, non. C'est quand même un système et une tradition politique très, très différentes. Donc il est difficile de comparer les choses. En revanche, j'ai trouvé que le regard que portait cette journaliste russe est très intéressant parce qu'effectivement, c'est vrai que, comme elle l'a dit très justement, il y a bien dans cette élection présidentielle française 2 grands sujets. La question de l'autorité, de ce que c'est que l'efficacité de l'État en termes de sécurité, d'immigration, de justice, de laïcité. Vous savez que c'est une question qui nous tient beaucoup à cœur. Vous vous souvenez de l'affaire de la burqa, pour laquelle j'étais moi-même très engagé pour interdire le port de la burqa en France. Et puis d'autre part, les questions économiques et sociales, parce qu'on est en pleine crise et que sur ces sujets, vous avez d'un côté un président Sarkozy qui est très, 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 très expérimenté sur ces questions et de l'autre un François Hollande quand même très ambigu. Voilà, donc on a commencé, vous avez donné les bons et les mauvais points, c'est le but de cette émission, effectivement, d'avoir ce regard. Serge Moiti, on va regarder un reportage un peu personnel, toujours celui que vous faites, avec des caméras qui se faufilent. Le personnage Copé, vous connaissez ? Je le connais et depuis longtemps, d'abord. Et puis, je trouve qu'il a eu une campagne assez irréprochable. Vraiment irréprochable. Ouais, allez, on y va. Des questions dures. Parce qu'au départ, on commence par dire Copé l'ambitieux, Copé qui veut être candidat en 2017, complications entre Copé et Sarkozy, etc. Bon, pour le leadership de la droite. Peut-être que la question va se poser après, au lendemain de l'élection. Et Jean-François Copé a mené une campagne de chef de guerre, de vrai chef de guerre. Et au début, ça a démarré très très mal. Alors on a résumé là, dans ce petit reportage de 2 minutes 30, c'était très rapide. On a filmé des heures et des heures avec Jean-François Copé, qui découvrira le 7 mai sur les antennes. Mais 2 minutes 30, où on voit au départ, ça commence mal, et puis on voit comment il mène cette campagne jusqu'à la Concorde. La Concorde, le dernier meeting, comme vous le savez, de Sarkozy. Alors on vous suit avec ce regard en proximité des caméras de Serge Moiti. Monsieur Jean-Pierre Bel, ayant obtenu la majorité, je le proclame président du Sénat. Je suis attentif à ce qu'au lendemain d'une défaite, car il faut appeler les choses par leur nom, rien n'est pire que d'être dans le déni, il est temps de remonter à cheval. Nous allons donc maintenant décortiquer les propositions du projet socialiste. Voilà. L'objectif, c'est de montrer qu'il y a un immense malentendu entre les Français et François Hollande. Pire qu'un malentendu, une imposture.
L'objectif, c'est de ne rien laisser au hasard. Qu'on laisse l'idéologie ringarde au MJS. C'est le discours du bon vieux socialiste à l'ancienne, là, avec les vieux trucs, à bas le grand capital, enfin toutes ces sornettes, alors qu'en réalité, le problème n'est pas là. C'est quand je vois certaines fois des jeunes qui me disent, bah voilà, moi je voudrais aller dans des circonscriptions, alors laquelle bah, c'est un truc de droite. À chaque fois, on me dit, bah tiens, il y a un truc, mais c'est à droite, les gars. C'est bon, allez à gauche. N'ayez pas peur de déménager pour aller faire de la politique. Moi, je n'ai jamais été coaché par personne, donc j'ai passé mon temps à mettre le pied dans la porte. Parce qu'à chaque fois, je trouvais un plus vieux pour me dire « Ah non, pas toi, oh là là, tu vas nous piquer les places. » Hello, ça va? Vous êtes en forme, hein? Parce que je rappelle que c'est la France forte. En 2017, c'est votre tour, M. Copé. Déjà, on va gagner. On va d'abord gagner 2012. Ouais, exactement. Mais quand je vois le monde qu'il y a aujourd'hui, je me dis qu'on va gagner. Oui, vous avez raison de le dire comme ça. On va gagner. Le seul qui permettra à la France de garder la maîtrise de notre destin, c'est Nicolas Sarkozy. Ne lâchez rien. Avec Nicolas Sarkozy, nous avons besoin de vous. Merci de votre engagement et vive la France. On revoit ces images, c'est presque de la méthode Coué. On va gagner, aucun sondage ne donne Nicolas Sarkozy vainqueur, et même l'écart se creuse avec François Hollande. Oui, enfin moi j'ai jamais rien compris au sondage. Je suis désolé de dire ça parce que ça se fait pas. Il faut avoir l'air pas de langue de bois sur ce plateau. Bah justement, c'est bien parce que je ne fais pas de langue de bois que je vais vous dire que je n'y comprends strictement rien. Non. Donc on va tranquillement attendre le seul sondage qui vaille, qui est celui du 6 mai. D'ici là, il faut que chacun vive. Donc pour qu'il y ait des commentateurs, il faut qu'il y ait des sondeurs. Pour qu'il y ait des sondeurs, il faut qu'ils soient commentés. C'est Paris, ça. Il y a le petit Paris qui travaille. Mais pendant ce temps-là, il y a le reste de la France qui, en réalité, réfléchit à l'avenir de ses enfants et normalement devrait, en voyant les programmes des candidats et même les personnalités des candidats, se dire que dans les périodes de crise, on a besoin, à la tête de l'État, d'un homme d'État. Et de ce point de vue, un François Hollande ambigu face à un Nicolas Sarkozy extrêmement clair dans ses positions, ma thèse depuis le début, c'est que la différence, elle est là et que c'est Nicolas Sarkozy qui l'emporte. Mais ce qu'il y a d'intéressant, enfin, je ne veux pas dire que c'était très intéressant le petit film, mais ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez, vous, dans cette campagne, au moment où la droite perd, le Sénat, par exemple, etc. Et toutes les élections depuis 2007. Toutes les élections depuis 2007. Et puis là, vous vous dites, je ne suis pas là quand même pour commenter uniquement des défaites. On a des scènes terribles avec vous, d'ailleurs. Je ne suis pas là pour commenter les défaites, j'en ai assez, je ne veux pas faire ça tous les dimanches soirs avec une gueule d'enterrement à la télé, raconter les défaites, etc. Et puis vous remobilisez les types. Surtout que j'ai rarement une gueule d'enterrement, comme vous dites. C'est pas mon tempérament. Non, mais justement, vous détestez ça. Voilà. Donc, vous excitez les troupes, vous comportez en chef de guerre, etc. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, parce que vous êtes traumatisé par les déchirures de la droite passée. Chirac, Giscard, Balladur. Vous vous dites, c'est pas possible, il faut que je sois à la tête de ce rassemblement pour être digne de la victoire possible, ou et même, pourquoi pas, des batailles futures avec Fillon pour le leadership de l'UMP après. Ou de la présidence de la République en 2017. Là-dessus, Serge Moiti, pour peut-être rebondir, parce que ce qu'il faut voir, c'est que la droite a réussi un exploit, la droite et le centre-droit. C'est de gagner 2 présidentielles et 2 législatives. Là où l'ancien RPR et UDF, je le dis pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent bien tout ça, le RPR et l'UDF, sans doute très organisés, etc., en avaient été incapables, parce que les déchirures, les luttes fratricides entre les chefs du RPR d'un côté et les chefs de l'UDF de l'autre, c'était la machine à perdre. Et c'est ce qui a permis, finalement, le mitterrandisme, le jospinisme et tout ce qui s'en est suivi avec les 35 heures, la retraite à 60 ans, et toutes ces additions qu'on paye encore des années après. Et en même temps, je me dis, lorsque la droite et le centre-droit sont rassemblés, ce qui est le cas dans tous les grands pays d'Europe, à ce moment-là, on fait les réformes. La réforme dont la France a besoin. Et donc ça vaut plus que tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu à cœur, et c'est ça l'offre de service que j'ai faite à Nicolas Sarkozy, c'était de lui dire, voilà, on y va ensemble. Moi, je prends les destinées, l'organisation de notre parti en main.
pour le président de la République, parce que si notre famille est rassemblée, alors il y a déjà plus ce problème-là à régler. C'est vrai. Et c'est ça qui fait la différence. Un mot juste. Et en plus, je crois que vous avez infléchi. Vous lui avez demandé, proposé, je ne sais pas comment ça s'est passé entre vous, ça vous nous le raconterez un jour, d'être droitier, de rompre vraiment avec quelque chose, une ligne politique, d'être très explicitement et très ouvertement à droite, sans complexe. Oui, sauf qu'il faut se mettre d'accord sur le terme. Ouais. Parce que tout est fait à Paris pour donner un sens péjoratif au terme. Non, c'était pas le but de la manœuvre. Mais je crois que c'est bien de le préciser. Ouais. Moi, j'ai une vision d'une droite moderne. C'est-à-dire à la fois qui soit rassemblée, où on entend tout le monde, du centriste très européen jusqu'à celui de la droite populaire qui parle de l'immigration, de la souffrance au quotidien aussi. Donc l'humanisme, il est partout. Deuxièmement, une droite qui est courageuse dans les réformes, qui ne se cache pas derrière son petit doigt pour faire les choses. Et puis troisièmement, une droite ouverte au monde. Vous avez rassemblé toutes les tendances de l'UMP. Une droite ouverte au monde. Et ça, c'est très important pour moi de regarder ce qui se passe dans les autres pays du monde pour comparer et pour montrer que la France a un message universel à donner, mais elle a une humilité nécessaire en comprenant ce qui se passe ailleurs. Merci Serge pour ce regard et pour ce reportage. On pourrait aussi dire, puisque vous êtes la droite à 3 présidentielles, ceci est le temps de l'alternance peut-être politique, d'une respiration d'alternance. Oui, enfin, vous savez, moi je pense que les temps ont beaucoup changé, c'est-à-dire que on n'a pas l'impression qu'on retrouve de l'oxygène parce qu'on alterne. Tout est dans la manière de gouverner. Or, le président de la République, vous le savez, il a ouvert très largement à des responsabilités de gauche, président de la Commission des finances, Cour des comptes, Conseil constitutionnel. Nous avons fait dans ce domaine beaucoup de choses. D'ailleurs, dans notre propre famille politique, ça n'a pas toujours été très bien vécu. Bon, et puis quand vous voyez certains ministres qui ont été nommés vers Nicolas Sarkozy aujourd'hui appellent à voter et qui appellent à voter à François Hollande, c'est une longue méditation sur la nature humaine, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, Darius, merci de nous rejoindre. Vous allez, Darius Rochebin, depuis le regard peut-être de la Suisse ou en tout cas internationale, rencontrer Jean-François Copé que vous ne connaissez pas personnellement. Non, pas encore. Voilà. Enchanté. Bonjour. Donc, Bonjour. Quelles sont les questions que vous aimeriez, quel est le regard que vous aimeriez apporter? Vu de Suisse, peut-être de l'étranger, ce qui est frappant, c'est le bilan de Nicolas Sarkozy qui comporte toutes sortes de pages positives, qui contraste avec un rejet, on le voit dans les sondages, d'une grande partie de l'opinion. Comment vous expliquez ce contraste-là? Non, vous savez, il y a quand même un élément de lecture, c'est que nous sommes dans une crise d'une ampleur inouïe depuis 5 ans, que une bonne partie des gouvernements en place durant cette période a été désavouée par ses opinions publiques en Europe, et donc le défi, en Grèce, en Italie, Espagne, Grèce, Italie, etc. Mais on lui reconnaît justement une certaine capacité d'énergie, de crise, etc. Mais c'est ce qui explique. Mais l'équation personnelle pose problème apparemment. C'est ce qui explique que les jeux ne sont pas faits, contrairement à ce que certains prétendent. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment vous le dire. Je profite de cette occasion parce que beaucoup de Français établis hors de France nous écoutent. En Suisse, notamment. Y compris en Suisse, pour dire ne nous laissons pas intoxiquer. Vous savez, c'est comme une partie de tennis dans laquelle ce qui compte, c'est que tant que le dernier échange, la dernière balle n'est pas terminée, la partie continue. Donc n'écoutons pas les sondages. Et la meilleure preuve, c'est de voir qu'on est en réalité à touche-touche avec la gauche. Le style, Dieu sait si ça compte, cette image de président des riches, jusqu'en Suisse, jusque partout en Europe, ça a joué. Ce fameux déjeuner au Crillon qui a eu lieu avec les grands donateurs le jour du meeting de la Concorde dans le salon Marie-Antoinette. On accumule vraiment. C'est une gaffe. C'est une gaffe, franchement. Mais pas du tout. Ah non, mais vous aussi, vous vous y mettez. Non, mais laissez ça aux journalistes parisiens. Vous avez la chance de ne pas être un journaliste parisien. C'est pas seulement anecdotique. Non, Dieu sait si le Fouquet ça comptait. Écoutez-moi. On finit au Crayon. Franchement, c'est une erreur. Mais écoutez-moi. Enfin, c'est une magnifique intox. Donc c'est pas vrai. Vous démentez. Enfin, vous y étiez vous-même? Vous rigolez ou quoi? Mais ça va pas la tête là? Non mais attendez, stop, on arrête. Attendez, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Des gens qui par ailleurs sont membres de l'UMP ont organisé entre eux un dîner ou un déjeuner au Crillon pour voir le meeting du Crillon. Je vais quand même pas aussi m'occuper de ça. Vous connaissez très bien le symbole. Quand les Balkany, amis des Sarkozy, prennent la suite à 9500 €, vous savez que c'est une erreur. Non, écoutez-moi, ça s'appelle une très jolie petite intox. On est dupe de rien. C'est classique dans ces périodes. Pourquoi est-ce qu'alors vous ne me parlez pas du déjeuner que M. Hollande, pardon d'être aussi bas, je suis confus, mais puisqu'on va aller mettre très bien, du déjeuner entre M. Hollande et M. Bernard-Henri Lévy dans un restaurant qui s'appelle Chez Laurent,
où l'addition est pas les mal non additions, c'est quelque chose de dément. Non, mais excusez-moi, juste on va pour pas que je faire comprenne. une émission gastronomique. Mais attendez. Ah non, c'est pas qu'on fait pas une émission de gastronomie. Puisque vous me branchez sur le sujet, que vous privilégiez les sujets de fond, on va y aller ensemble. Bon, alors, je suis désolé de vous dire, c'est un peu énorme de venir me sortir un truc pour lequel je suis strictement pour rien ni personne, parce que des gens qui par ailleurs soutiennent Nicolas Sarkozy sont allés déjeuner au Triomphe et qu'on ne dit rien sur François Hollande et l'incarnation de la gauche caviar, celle qui a voté les indemnités d'un grand patron dans un conseil d'administration pour ensuite le soir aller en meeting soutenir François Hollande et la désespérance sociale. Donc il y a un moment, il faut quand même atterrir là-dessus. Parce qu'on est dans l'hypocrisie la plus totale. Au-delà de l'anecdote, l'argent, non pas seulement dans l'anecdote, mais l'argent que Nicolas Sarkozy voulait décomplexer un peu, une certaine manière de dire on peut travailler plus, gagner plus, réussir un peu à l'américaine. Ça n'a pas très bien marché en France. Il y a trop d'envie, il y a trop de jalousie. Pourquoi non, mais attendez, il y a juste eu une crise énorme que nous n'avons pas pu endiguer et qui a conduit, enfin pas pu endiguer totalement puisqu'elle est européenne. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tenu le pouvoir d'achat des Français. On est un des rares pays où le pouvoir d'achat n'a pas baissé. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a détaxé les heures supplémentaires. Elles ont profité à 9 millions de salariés, mais pas à tous, compte tenu qu'il y a eu des secteurs qui ont été sinistrés par la crise. Mais ne nous trompons pas, ça, c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces par un petit consensus médiatico-socialiste pour essayer d'expliquer que nous étions l'horrible droite des horribles riches. Je rappelle, petit détail, que premièrement, on a besoin de tout le monde en France, et que ceux qui aujourd'hui entreprennent, prennent des risques, s'engagent, c'est aussi ceux qui créent de l'emploi, de la valeur ajoutée, de l'investissement. Et deuxièmement, je rappelle que ça n'est certainement pas avec un discours de bouc émissaire comme celui qu'utilise François Hollande, avec sa fiscalité à 75% pour les plus fortunés, avec son allié, sa cordée magnifique avec M. Mélenchon, qui a quand même le drapeau soviétique sur la tête, et Mme Joly, qui veut anéantir la filière nucléaire, c'est pas avec ça qu'on va moderniser la France. Et je pense que ça, on peut même l'entendre dans la télévision suisse. Merci. Effectivement, on l'entendra à la télévision suisse et dans le monde entier, puisque naturellement nous sommes en diffusion mondiale. Nous partons d'ailleurs tout de suite à Berlin. Retrouver Frédéric Bichon. Frédéric, merci. Donc vous êtes au bureau de l'AFP à Berlin, je le disais il y a un instant. On suit avec la même passion cette élection de l'autre côté de la frontière. Vous suivez ça de près? Les Allemands suivent ça de près? Non, pas tellement en réalité. On se faisait même la réflexion hier avec une confrère américaine que les primaires américaines étaient ces dernières semaines plus suivies que la présidentielle française. Alors ça a changé depuis dimanche, ça a changé en début de semaine. Ça m'amènera directement à ma première question. Depuis le début de la semaine, si, on en parle beaucoup. On a eu pendant 5 ans Nicolas Sarkozy et Angela Merkel qui ont beaucoup travaillé ensemble. Le couple franco-allemand, oui. La chancelière est allée en France dire à la télévision française tout le bien qu'elle pensait de son ami Nicolas. Et puis, ces dernières semaines, M. Sarkozy a évoqué une révision des accords de Schengen, un gel de la contribution française au budget de l'UE, ou bien l'idée de favoriser les entreprises européennes sur les autres. Bon, ici, on a un peu sursauté, et puis après tout, c'est la campagne électorale. Et puis, depuis dimanche, ça a changé parce que... Posez votre question, mon cher Frédéric, s'il vous plaît. La proposition de Nicolas Sarkozy de rouvrir le débat sur le rôle de la Banque Centrale Européenne, ça ne plaît pas du tout ici. Alors, c'est un casus belli. C'est un revirement, c'est un casus belli. On va vous répondre. Jean-François Copé va vous répondre. Est-ce qu'il fallait se lancer sur un terrain miné avec en plus le risque d'une défaite humiliante, parce que si Mme Merkel ne veut pas, ça ne se fera pas. Alors, revirement un peu tardif. Non, mais encore une fois, je crois que c'est comme toujours, il faut se méfier de la manière dont tout ça est interprété ou décortiqué. Je rappelle que la question de la Banque Centrale Européenne n'est posée par le président Sarkozy avec comme présupposé que nous avons, premièrement, opéré la réduction du déficit budgétaire à zéro, à l'équilibre, le retour à l'équilibre. Deuxièmement, que nous avons fait le mécanisme européen de stabilité qui permet de remettre de l'économie, de liquidités dans l'économie européenne. Et troisièmement, les réformes structurelles qui vont bien. Dans chaque pays, les retraites. Mais c'est un revirement quand même. Donc, c'est le rôle de cette l'idée, banque centrale. non. L'idée, elle est simplement de dire, peut-on, sans tabou, poser sur la table à ce moment-là, dès lors qu'on est dans une zone euro assainie, la question de la croissance. C'est donc pas dans l'autre sens, et c'est en cela que nous sommes en désaccord complet avec Hollande, qui lui dit je ne veux plus du traité.
Nous, on dit le traité, rien que le traité, tout le traité du 9 décembre dernier, on y ajoute une réflexion pour voir comment la Banque centrale européenne, dans ce contexte, comme elle l'a fait d'ailleurs, en utilisant les dispositions dérogatoires prévues par le traité, comment est-ce que l'on peut éventuellement poser la question du rôle de la BCE dans la croissance. Frédéric Bichon, une dernière question. Oui, vous parlez de réformes structurelles. Le président Sarkozy a beaucoup vanté les réformes structurelles qui ont été faites en Allemagne, tant par le social-démocrate Schröder que par la chancelière conservatrice Angela Merkel. Le résultat ici, c'est tout de même, évidemment, il n'y a que 7,2% de chômeurs, mais on a 1 200 000 Allemands qui gagnent moins de 5 € bruts de l'heure, 5,8 millions qui gagnent moins de 8,50 € de l'heure. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour la France ? Non, mais non, tout de suite, je préfère vous dire que ce n'est pas tout à fait cela. Notre objectif, il est de nous inspirer d'un certain nombre des décisions qui ont été prises, c'est vrai, par nos amis allemands et qui ont porté du résultat. Je pense par exemple à la fiscalité anti-délocalisation, dont j'ai été l'un des grands avocats ici à Paris et qui ont convaincu, je crois, beaucoup de mes amis. Le président de la République lui-même en a fait l'un des éléments clés de son projet, à savoir baisse des charges patronales et transfert sur la TVA, effet inflationniste nul et en revanche, effet de compétitivité maximum. C'est ce que les Allemands avaient fait il y a quelques années et qui a permis de renforcer la compétitivité de la France, notamment vis-à-vis des entreprises hors Union européenne qui importent en France et qui ne payent pas de charges sociales et qui payent de la TVA. Donc c'est un élément sur lequel nous sommes, nous, très favorables. Deuxième élément dont on s'inspire beaucoup, c'est de dire que le prochain quinquennat sera celui des PME conquérantes, comme en Allemagne, c'est-à-dire des PME qui ont les moyens de croître, de trouver plus de fonds propres, de s'adosser sur les grands groupes français pour aller chercher la croissance, non plus sur la consommation intérieure seulement, mais aussi sur l'innovation, l'investissement et l'exportation. Merci pour cette réponse. Merci à Frédéric Bichon, qui est en direct avec nous de Berlin. Autre regard sur ce programme, sur cette campagne, avec l'Afrique. Denise Epoté, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Il y a 5 ans, c'est sous le signe de la rupture qu'avait été définie la politique africaine de la France. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est la fin d'une certaine hypocrisie, avec l'affirmation claire des intérêts économiques de la France sur le continent et la divergence des points de vue entre l'exécutif et la diplomatie. Je pense notamment à l'épisode Bockel. Oh, écoutez, oui. Qui s'est fait virer pour avoir dit que la France-Afrique était terminée. Écoutez, les années ont quand même passé. Depuis, nous avons, je crois, fait la démonstration qu'une nouvelle étape. Il y a des rapports sains dans les relations avec l'Afrique. Écoutez, c'est complètement sénique. Permettez-moi quand même de regretter que dans les médias français, nous en soyons encore là sur le regard entre la France et l'Afrique. Enfin, tout ça est derrière nous. Enfin, moi, j'appartiens à une génération, excusez-moi de vous le dire, qui n'a rien connu de tout cela et qui est surtout très engagée dans la vision d'une Afrique qui regarde vers son avenir. Je rappelle le rôle majeur qu'a joué la France pour le processus démocratique en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est aujourd'hui l'un des grands chefs d'État de l'Afrique de demain, avec l'expérience, la sagesse et le courage qui sont les siens. Macky Sall, que j'ai le plaisir de voir aujourd'hui même, puisqu'il est en visite à Paris, que nous avons depuis un certain temps déjà des relations très amicales et l'illustration d'un Sénégal qui poursuit son processus de modernisation. Donc écoutez, on ne peut pas réduire encore ces questions-là. La relation entre la France et l'Afrique est infiniment plus complexe. Il y a une histoire que personne ne nie, mais il y a aussi un avenir, il y a une coopération, il y a des échanges. Et ma génération souhaite au contraire qu'entre l'Afrique et chaque pays d'Afrique, parce que chacun a son histoire, on dit l'Afrique à chaque fois, mais chaque pays d'Afrique et la France, ce soit un rapport intelligent de partenariat qui s'inscrive dans la modernité, dans le développement, dans les échanges partagés, dans la connaissance mutuelle. Oui, c'est ça qui compte. Oui, mais quand au lendemain de l'intervention française au Tchad en 2008, on entend des conseillers à l'Élysée dire « on n'a personne pour remplacer Déby », où est la rupture ? Enfin, écoutez, excusez-moi, c'était 2008, je n'étais pas là pour entendre ces conseillers, je vous prie de m'en excuser. Moi, je vois les faits. Les faits, c'est que tout n'est pas réussi. D'ailleurs, personne ne le prétend. Chaque pays, en Afrique comme ailleurs, organise du mieux qu'il peut en fonction des circonstances politiques, des divisions intérieures, de l'état aussi parfois de pauvreté de certains pays. Je suis très inquiet, comme vous, j'imagine, par ce qui se passe au Mali. Mais enfin, en même temps, soyons quand même
assez objectif pour regarder le verre à moitié plein. Il y a, à travers les deux pays que je viens de vous citer, des exemples de choses qui avancent dans le bon sens. Je n'oublie pas non plus le printemps arabe qui a montré, par exemple en Tunisie, une volonté d'évoluer. Alors certes, il y a des inquiétudes par rapport aux tentations intégristes, islamistes, etc. Mais il y a aussi des hommes et des femmes résolus pour assumer un développement politique, économique et social dans ces pays. Donc nous, on est d'abord là pour y contribuer à la place qui est la nôtre, avec l'expérience qui est la nôtre. C'est ça aussi qui fait la modernité des relations entre la France et les grands pays d'Afrique. Merci Denise. Vous le savez, vous exprimez sur une antenne parmi les publics, il y a les Français établis hors de France. Ce sont les Français d'ailleurs, nous les retrouvons. Et aujourd'hui, donc, quelques témoignages de la communauté des Français établis en Israël. Et votre réaction ? La campagne française, à ne voir ici que les petites phrases qui sortent dans les médias, je la trouve assez basse. Pour autant, je suis très attentive à la campagne, justement parce que je vis à l'étranger et que je dois la suivre de façon plus intense pour savoir comment je vais voter au mois d'avril et au mois de mai. Étant étrangère dans un autre pays, je suis plus attentif au sort qui va être réservé aux étrangers en France. Je suis partie de Paris, pas parce que j'ai voulu abandonner ou quitter une nation ou lui tourner le dos, mais au contraire, peut-être pour même la retrouver. À chaque fois que j'essaye vraiment de me concentrer, de suivre l'actualité de la campagne présidentielle, je me retrouve en face de personnages très ridicules qui parlent de manière très théâtrale et vraiment très loin des réalités. Bon, ils sont parfois un peu sévères. C'est une communauté pour laquelle vous êtes très attentif, c'est Français établis hors de France, à ne pas confondre avec les exilés fiscaux. Comme on dit. Non, mais je suis d'autant plus attentif à nos compatriotes qui sont établis hors de France que je suis depuis toujours un ardent militant de l'idée qu'il faut valoriser ce qu'ils font pour notre pays. Moi, je suis profondément attaché à mon pays, la France, et très fier que des centaines et des centaines de milliers de nos compatriotes aillent exercer leur talent, leurs compétences dans des pays étrangers avec le drapeau français en bandoulière. Et Nicolas Sarkozy en a fait, je crois, la meilleure démonstration en veillant personnellement, et c'est une conviction qu'il avait depuis longtemps, que dans la réforme constitutionnelle, il y a désormais des députés qui représentent les Français établis hors de France par circonscription. Pour la première fois, les Français établis hors de France vont pouvoir voter pour un député qui va représenter leur circonscription, leur pays, le pays dans lequel ils sont établis. Donc c'est quand même une avancée formidable, sans compter tout le travail que nous faisons au quotidien pour moderniser la vie quotidienne dans leur relation avec la France de nos compatriotes, par exemple sur le plan éducatif, vous savez, avec la prise en charge des frais de scolarité pour le lycée, et j'espère qu'on va continuer à le faire pour le collège. Donc vous nous présentez cette communauté des Français établis en Israël, peut-être la façon dont ils votent. Ça va vous faire plaisir. Absolument, Philippe. Donc il y a plus de 75 000 Français en Israël. C'est une population très importante. Ça représente 1% de la population totale vivant en Israël. Et plus de la moitié des inscrits qui sont dans la zone proche Moyen-Orient. Une grande partie d'entre eux sont des binationaux, des franco-israéliens. Il faut rappeler qu'Israël est un pays jeune. Et en Israël, 10% de la population est francophone. Donc il y a un terrain, je dirais, assez fertile et puis une économie qui se développe et donc qui attire des Français. On va voir les panneaux sur les principaux bassins de population. Donc sans surprise, c'est un petit pays. Donc on retrouve beaucoup de monde à Tel Aviv avec plus de 38 000 personnes, à Jérusalem 13 000 et à Haïfa plus de 10 000. La moitié des électeurs de la 8e circonscription sont regroupés en Israël. Ça aura son importance lors de la prochaine législative que vous évoquiez. Naturellement. Et comment ont-ils voté il y a 5 ans ? Alors déjà, ils ont assez peu voté. Ils ont des taux de participation assez faibles puisqu'on est à moins de 20%, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour. En revanche, ils ont largement voté pour Nicolas Sarkozy qui a réuni plus de 84% des voix au premier tour. Madame Royal, moins de 10%, 8,4%. Et au second tour, ça a été confirmé puisque Nicolas Sarkozy a dépassé les 90%. Merci pour ce regard. Donc vous dites que c'est effectivement un corps électoral, un corps social auquel vous êtes très attentif. Merci d'être venu sur le plateau de France 2012. Je ne sais pas ce que nous ferons en 2017, mais il y a déjà un candidat déclaré, c'est vous, pour dans 5 ans. Oh, écoutez, on aura certainement d'autres occasions de parler de tout cela.
Vous l'avez compris, moi aujourd'hui, je n'ai qu'une préoccupation, c'est notre mobilisation totale pour Nicolas Sarkozy pour le dimanche prochain, puis aussi pour le 6 mai, qui est la date du second tour. Et vraiment, moi j'en appelle nos compatriotes établis hors de France à soutenir massivement Nicolas Sarkozy, parce que c'est un rendez-vous majeur pour l'avenir de notre pays et qu'il ne faut pas se tromper. Car si jamais, par malheur, la gauche devait revenir au pouvoir, le cortège des dépenses publiques, des impôts supplémentaires, le retour à la retraite à 60 ans, tout ça, c'est le contraire de ce qu'il faut dans un pays moderne.